Le 6 mars 2015, la saison sèche avait dépouillé la réserve du Limpopo, en Afrique du Sud. Il ne restait plus que l'argile rouge, les mopanes presque nues et de vastes étendues ouvertes. À travers la brousse clairsemée, le regard portait loin. Cette visibilité donnait au paysage une apparence trompeuse, comme si tout pouvait être observé, anticipé, contrôlé. Les pistes traversaient un terrain plat. Sous la chaleur du milieu de matinée, les animaux au repos étaient visibles à distance. Le safari semblait presque facile. Bram de Vries, 38 ans, était chef de projet à Rotterdam. Il effectuait sa 3e visite dans cette même réserve privée de la province du Limpopo. Ses 2 précédents séjours s'étaient déroulés sans le moindre incident. Il avait vu les animaux de près, pris de bonnes photographies et profité de sorties tranquilles. Mais ces 2 expériences avaient discrètement changé sa manière de percevoir la brousse. Lors de son premier voyage, il respectait sans discuter l'autorité du guide, notamment lorsqu'il s'agissait des distances et du positionnement du véhicule. À sa 3e visite, il avait commencé à considérer ces règles comme des limites avec lesquelles il pouvait négocier. Ce matin-là, Bram était arrivé avec du matériel photographique plus performant. Il voulait obtenir des images encore plus rapprochées. Le guide expérimenté qui conduisait le véhicule ouvert de la réserve avait accepté de l'aider dans les limites de la sécurité. Pendant les 2 premières heures, le même scénario s'était répété. Chaque fois que le guide immobilisait le véhicule à une distance adaptée, Bram se déplaçait le long de la rambarde latérale. Il tendait davantage les bras et poussait son appareil au-delà de la carrosserie. À chaque mouvement, son centre de gravité basculait un peu plus vers l'extérieur. Le guide l'avait repris à 2 reprises. Mais le second avertissement avait déjà eu moins d'effet que le premier. Cette escalade devint évidente lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un lion mâle au repos. L'animal se trouvait à environ 20 mètres de la piste. Il était immobile, parfaitement visible, couché sur un terrain dégagé. C'étaient précisément les conditions que les 2 précédents safaris de Bram lui avaient appris à confondre avec une marge de sécurité. Pourtant, cette marge n'existait pas. Imaginez le guide assis au volant, voyant la situation se dégrader en temps réel. Il avait déjà averti Bram, peut-être plus d'une fois. Mais chaque mise en garde semblait compter un peu moins que la précédente. Il observait un homme se rapprocher progressivement du danger, tout en comprenant que cet homme ne croyait plus vraiment que les règles s'appliquaient à lui. Lors d'une charge, un lion d'Afrique peut parcourir environ 9 mètres en moins de 2 secondes. Un mâle adulte pèse entre 150 et 190 kg. Toute la puissance de son attaque est conçue pour abattre des proies bien plus imposantes qu'un être humain. Les signes annonciateurs sont extrêmement brefs. Ils durent souvent moins d'1 seconde. Sur un terrain ouvert, la distance reste le seul facteur qui protège réellement. Lorsque Bram descendit du véhicule et s'en éloigna d'environ 4 à 5 mètres, il avait déjà abandonné cet avantage. Le lion chargea immédiatement. D'après la reconstitution de la scène, Bram n'avait même pas réussi à se retourner complètement lorsque l'animal le percuta. Il subit de très graves blessures au cou et au haut du corps. Le guide ne disposait d'aucun moyen sûr pour intervenir. Il alerta aussitôt les secours par radio. Les équipes d'urgence atteignirent les lieux environ 40 minutes plus tard. À leur arrivée, Bram ne réagissait plus. Son décès fut constaté peu après. L'enquête confirma qu'il avait quitté le véhicule sans autorisation. La réserve coopéra pleinement avec les enquêteurs. Aucune mesure ne fut prise contre le guide, car celui-ci avait respecté le protocole à chaque étape. Le lion, lui, ne fut pas dérangé. 2 voyages sans incident peuvent produire une forme très particulière de danger. Ils ne vous apprennent pas que la brousse est sûre. Ils vous convainquent que votre propre lecture de la situation est juste, alors que la seule chose qui vous a réellement protégé jusque-là, c'est la chance. À son 3e safari, Bram écoutait moins les avertissements du guide, parce que ses 2 expériences précédentes semblaient lui prouver qu'ici, rien de grave ne se produisait. Le lion, lui, n'avait aucune raison de partager cette conviction. Le 19 août 2020, le Kamal de Kazinga, dans l'ouest de l'Ouganda, serpentait lentement entre 2 lacs, au cœur de l'un des corridors animaliers les plus fréquentés de la région.
En cette saison sèche, l'eau était peu profonde et presque immobile dans les courbes du canal. Les berges attiraient de nombreux crocodiles du Nil. Ces immenses reptiles pouvaient rester des heures sans bouger, allongés sur la rive ou dissimulés dans les secteurs les plus calmes. Dans une grande partie du canal, le courant était si faible qu'un crocodile reposant juste sous la surface ne laissait pratiquement aucun indice visible. Les opérateurs agréés savaient où ces animaux se regroupaient, à quel moment ils étaient les plus actifs et quel passage exigeait une vigilance particulière. Ce savoir ne relevait pas de l'instinct. Il venait d'une formation officielle, d'une autorisation professionnelle et de nombreuses années d'expérience au sein d'un système entièrement conçu autour de ces risques. C'était précisément le système dont Kato Semakula, 41 ans, avait décidé de se passer. Kato avait brièvement travaillé comme assistant de pont sur un bateau autorisé. Après avoir quitté cet emploi, il avait lancé sa propre activité. Il utilisait une petite embarcation motorisée en bois et trouvait ses clients par l'intermédiaire des maisons d'hôtes de la ville voisine. Son argument commercial reposait sur une promesse simple. Il conduirait les touristes plus près des animaux que les opérateurs agréés. Il demandait moins cher, ignorait les itinéraires officiels et présentait près de 2 années sans accident comme une preuve de sa compétence. Après le drame, plusieurs anciens passagers furent interrogés. Ils décrivirent tous un guide qui longeait les rives de bien plus près que lors des autres excursions. Kato traversait des secteurs systématiquement évités par les professionnels autorisés. Lorsqu'un client exprimait une inquiétude, il répondait toujours avec une assurance parfaitement rodée. Il était déjà venu des dizaines de fois. Rien ne s'était jamais produit. Pour Kato, cette absence de conséquences équivalait à une preuve de sécurité. Mais ce n'en était pas une. Les touristes ne voyaient qu'un guide sûr de lui, capable de leur offrir une proximité que les circuits agréés refusaient. Il n'avait aucun moyen d'identifier les dangers cachés sous l'eau. Dans la matinée du 19 août, Kato transportait 2 clients payants à travers une courbe du canal. Les guides expérimentés classaient ce passage parmi les secteurs à haut risque, car de grands crocodiles du Nil y étaient régulièrement observés. Près de la rive, l'eau était peu profonde. La végétation submergée et les berges boueuses formaient un habitat idéal pour une attaque en embuscade. Pourtant, depuis la surface, rien ne signalait la présence d'un animal. Les crocodiles du Nil comptent parmi les prédateurs les plus dangereux d'Afrique. Les plus grands adultes peuvent dépasser 4,5 mètres et peser plus de 450 kg. Ils chassent en restant parfaitement immobiles sous l'eau, souvent invisibles lorsque celle-ci est boueuse ou trouble. Un crocodile peut se trouver à seulement quelques mètres sans être repéré. C'est pour cette raison que les guides expérimentés considèrent toute chute dans l'eau comme le risque le plus grave. Dès qu'une personne quitte le bateau, le crocodile possède déjà l'avantage. Alors que l'embarcation avançait dans la courbe, elle heurta un obstacle immergé, entièrement caché sous la surface. Le choc la déséquilibra et la fit chavirer. Les 3 occupants tombèrent à l'eau. L'un des touristes parvint à rejoindre une portion de berge. Il fut secouru avec des blessures légères. Le second réussit à s'agripper à la coque retournée. Kato, lui, se retrouva dans l'eau à plusieurs mètres du bateau. Selon les récits des survivants et les conclusions de l'enquête, un grand crocodile du Nil fut aperçu près de lui quelques instants après le chavirement. Kato disparut sous la surface. Il ne remonta jamais. Son corps fut retrouvé dans le canal plus tard dans l'après-midi. Les autorités conclurent à une noyade liée aux blessures infligées pendant l'attaque du crocodile. L'examen réalisé après l'accident confirma que Kato travaillait sans autorisation. Aucun des équipements de sécurité obligatoires n'était présent à bord. Le personnel local du parc l'avait déjà identifié comme opérateur clandestin, mais aucune procédure officielle ne l'avait encore contraint à quitter le canal. La proximité était devenue son produit. Il vendait un accès privilégié à des eaux dangereuses. Et les années passées sans accident avaient fini par transformer dans son esprit un risque mortel en routine acceptable. Le 11 février 2014, le delta de l'Okavango, dans le nord-ouest du Botswana, se trouvait au plus fort de sa crue annuelle. Chaque année, les eaux s'étendent sur plusieurs centaines de milliers d'hectares de plaine. Le paysage se transforme alors en un immense labyrinthe aquatique peu profond, bordé de papyrus.
Depuis la coque basse d'un mokoro, une pirogue traditionnelle, l'endroit paraît presque irréel de tranquillité. L'eau avance lentement. Les roselières et les surfaces calmes donnent une impression de paix absolue. Mais les crocodiles suivent la montée des eaux. Et la plupart du temps, ils restent totalement invisibles. Pendant la période d'inondation maximale, de grands adultes gagnent des portions de chenaux auxquelles ils n'ont pas accès durant les mois secs. Les bordures chargées de végétation, troubles et apparemment désertes depuis un mokoro, peuvent dissimuler un crocodile à moins de quelques mètres de la surface. Lachlan Mercer, 35 ans, était un photographe animalier indépendant, originaire du Queensland, en Australie. Son audience sur Internet grandissait grâce à ses images d'animaux rares, obtenues dans des conditions difficiles. Il avait rejoint un safari agréé en mokoro, organisé depuis un camp du delta situé dans la réserve de Moremi. L'expédition devait durer plusieurs jours. Les visiteurs traversaient les chenaux de papyrus dans des pirogues traditionnelles, dirigées par des guides locaux expérimentés. Lachlan était venu spécialement pour photographier les crocodiles. À ses yeux, la lenteur de l'eau et la proximité des berges créaient les conditions idéales pour réaliser des images au niveau du sol, impossible à obtenir depuis un véhicule ou une plateforme du camp. Avant le départ, le guide avait donné des consignes strictes. Il naviguait dans ces chenaux depuis 11 ans et connaissait parfaitement les dangers. Personne ne devait quitter son mokoro. Personne ne devait tendre du matériel au-dessus de l'eau. Personne ne devait s'approcher des berges. La raison était précise. La présence de grands crocodiles du Nil avait été confirmée dans ce secteur. Ces règles n'étaient pas de simples précautions générales. Elles répondaient à un danger connu et localisé. Pendant la première journée et la moitié de la suivante, Lachlan respecta les consignes. Il photographia depuis l'intérieur de la pirogue, en changeant de position sans dépasser les limites de la coque. Mais dans la matinée du 11 février, le groupe atteignit un endroit où le chenal s'élargissait pour former une baie peu profonde, bordée de roseaux. Les guides arrêtèrent les mokoros à un point d'observation. Pour Lachlan, l'angle n'était pas assez bas. Il expliqua à son guide qu'il voulait installer son appareil sur la berge afin de prendre une photographie au ras du sol. Le guide refusa sans la moindre ambiguïté. Il rappela que les autorités avaient encore signalé une activité de crocodile dans cette portion du delta la semaine précédente. Lachlan reconnut avoir compris. Il sembla accepter la décision. Puis il attendit que son guide déplace le second mokoro vers le bord opposé du chenal. À ce moment-là, Lachlan sortit de sa pirogue. Il posa les pieds dans une eau qui lui arrivait aux chevilles, puis avança d'environ 6 mètres en direction d'une berge basse et boueuse. Il portait son appareil et son trépied. Il savait exactement quelle image il voulait obtenir. La photographie qu'il imaginait était concrète. Le risque, lui paraissait lointain. C'est le même calcul que l'on retrouve dans toutes ces histoires. Les crocodiles du Nil sont responsables de centaines d'attaques mortelles chaque année sur le continent africain. Les grands adultes atteignent plus de 4,5 mètres et dépassent 450 kg. Leur méthode de chasse ne demande rien d'autre que de la patience et une bonne position. Dans moins de 50 cm d'eau trouble, un grand crocodile immobile au milieu des roseaux peut rester invisible pour une personne placée à seulement 1 mètre. Pendant la saison des crues, la végétation est dense et l'eau devient opaque à cause des sédiments. Dans ces conditions, aucun comportement visible n'annonce l'attaque. Il n'y a pas d'approche perceptible. L'animal est déjà là. Le guide entendit soudain une agitation et fit immédiatement pivoter son mokoro. Lachlan avait déjà installé son trépied au bord de la berge. Les enquêteurs de la faune sauvage du Botswana retrouvèrent des empreintes, du matériel dispersé et des traces de traînées dans la boue en direction du chenal. Tous ces éléments indiquaient que Lachlan avait été saisi à la limite de l'eau, puis entraîné dans le chenal au cours d'une attaque extrêmement rapide, caractéristique d'un grand crocodile du Nil. Son sac photographique se trouvait toujours sur la berge. Le trépied était encore déployé. Lachlan ne fut pas retrouvé vivant. La cause de sa mort fut officiellement attribuée à une attaque mortelle de crocodile du Nil. Les autorités limitèrent temporairement l'accès à cette portion du chenal afin de procéder à une inspection. Le guide fut totalement dégagé de toute faute, puisqu'il avait respecté le protocole.
Le trépied était toujours installé au bord de l'eau. La clane avait eu le temps de le mettre en place, mais il suffisait de s'accroupir au bord de l'eau pour se retrouver à portée d'un animal qui occupait déjà les lieux. Mais le crocodile occupait déjà cet endroit avant son arrivée. Le 23 octobre 2019, l'ouest du Zimbabwe se trouvait au moment le plus éprouvant de la saison sèche. Depuis des mois, les points d'eau diminuaient et l'herbe se desséchait. En octobre, les éléphants empruntaient leurs anciennes routes vers les dernières réserves d'eau. Ils étaient déshydratés, stressés et particulièrement vigilants après plusieurs semaines de sécheresse grandissante et de ressources toujours plus rares. Les guides agréés qui organisent des safaris à pied suivent alors des règles très strictes lorsqu'ils rencontrent un troupeau. Il faut s'arrêter, conserver une distance suffisante et ne jamais tenter d'avancer ou de forcer les animaux à changer de direction. Ces consignes existent parce que la présence de jeunes éléphantaux, combinée aux tensions de la fin de la saison sèche, ne laisse pratiquement aucune marge d'erreur. Tous les guides expérimentés de la région le savent. Tendai Moyo, 46 ans, avait travaillé pendant près de 10 ans comme pisteur pour un opérateur agréé. Il avait ensuite quitté son poste pour créer son propre service de safari pédestre. Son activité n'était ni autorisée ni assurée. Il trouvait ses clients par l'intermédiaire de réseaux touristiques informels et promettait une proximité que, selon lui, les circuits agréés étaient devenus trop prudents pour offrir. Au mois d'octobre 2019, cela faisait 3 ans qu'il travaillait ainsi. 3 années de marche dans la brousse, des centaines de clients. Aucune blessure grave. Comme cela arrive souvent, ce bilan était devenu à la fois son principal argument commercial et le fondement de toute sa conception du risque. 3 années sans accident l'avaient convaincu que son propre jugement suffisait. Peu à peu, cette confiance avait remplacé toutes les mesures de sécurité qu'il avait choisi d'ignorer. Le 23 octobre, Tendai guidait 3 clients à pied à travers une zone boisée lorsqu'ils rencontrèrent un troupeau d'environ 20 éléphants en route vers un point d'eau. À la périphérie du groupe, plusieurs femelles adultes accompagnaient leurs petits. N'importe quel guide agréé de la région aurait immédiatement reconnu une situation imposant de s'arrêter et de rester sur place. Tendai ne fit pas changer de direction à ses clients. D'après les témoignages recueillis séparément par les enquêteurs, il continua à avancer. Il conduisit le groupe jusqu'à environ 24 mètres de la partie la plus proche du troupeau, puis s'immobilisa. 3 clients l'accompagnaient. 3 personnes qui avaient suivi un homme dans la brousse sans savoir qu'aucune des mesures exigées par le système officiel n'avait été mise en place pour leur sortie. Toute leur sécurité reposait sur la confiance qu'elles accordaient à Tendai. Les éléphants d'Afrique sont les plus grands animaux terrestres de la planète. Une femelle adulte peut peser au moins 2500 kg. Lorsqu'un éléphant charge, il se déplace plus vite qu'un être humain ne peut courir sur un terrain plat. Quand des petits sont présents, surtout à la fin d'une saison sèche qui augmente le stress de tout le troupeau, une femelle adulte peut réagir presque instantanément. Une mère éléphant peut parcourir 24 mètres en environ 3 secondes. L'une des femelles placées à la périphérie du troupeau chargea le groupe. Les 3 clients partirent dans des directions différentes. Tendai se trouvait devant eux, au plus près des éléphants. Il fut percuté de plein fouet. Selon les récits des clients, que les enquêteurs jugèrent globalement concordants, l'éléphante le frappa, puis le transporta sur environ 1 à 2 mètres avant de le relâcher et de retourner vers les petits. Ce matin-là, Tendai n'avait déposé aucun itinéraire. Aucun dispositif d'urgence adapté n'avait été prévu. Personne ne savait où il avait conduit ses 3 clients. Après l'attaque, les survivants durent chercher un endroit où ils pourraient capter un signal. Cette situation retarda l'appel au secours. Lorsque l'aide arriva enfin, Tendai avait perdu connaissance. Il mourut avant d'atteindre la clinique la plus proche. L'enquête confirma qu'il travaillait sans autorisation. Elle révéla également qu'un avertissement informel avait été adressé à son activité environ 8 mois avant le drame, mais qu'aucune procédure officielle n'avait suivi. Il avait contourné toutes les protections existantes, puis s'était approché d'un troupeau rendu particulièrement vulnérable par la présence de petits. Quand tout bascula,
Les personnes qui avaient survécu durent d'abord quitter la zone à pied avant même de pouvoir prévenir qui que ce soit. Le 9 janvier 2016, le paysage de mopanes et de savanes épineuses qui longe la frontière occidentale du parc national Kruger pouvait sembler presque inoffensif dans l'obscurité précédant l'aube. Des pistes de terre suivaient les clôtures du parc. Elles étaient utilisées par les gardes, les véhicules d'entretien et occasionnellement par des chercheurs. En janvier, l'herbe sèche avait été broutée très court. Depuis les pistes, on pouvait voir loin dans la végétation clairsemée. Cette ouverture donnait l'impression que tout ce qui se trouvait dans les environs était forcément visible. Mais cette impression ne valait qu'en plein jour et à hauteur des yeux. Au niveau du sol, avant les premières lueurs, au milieu des buissons bas qui bordaient les zones de drainage, elle ne révélait presque rien de ce qui pouvait réellement se cacher là. Près de la limite occidentale du parc Kruger, les réserves privées et les zones tampons possèdent des points d'accès clairement signalés et répertoriés. Les pièges photographiques et les observations des gardes avaient permis de documenter avec précision les déplacements des léopards dans ces zones. Certains ravins, certaines bandes de végétation et certaines heures étaient régulièrement utilisés par de grands mâles circulant entre le parc et les terres broussailleuses voisines. Les autorités avaient diffusé des avertissements spécifiques au sujet de ces corridors. L'aube et le crépuscule étaient clairement désignés comme des périodes d'activité maximale des prédateurs. Toute personne travaillant régulièrement près de ces frontières savait exactement ce que signifiaient ces avis. Arvind Deshmukh, 52 ans, était un ingénieur civil semi-retraité originaire de Pune, en Inde. Depuis une dizaine d'années, il se consacrait sérieusement à la photographie animalière. Il avait participé à plusieurs safaris photographiques dans des établissements privés situés le long de la frontière occidentale du parc Kruger. Grâce à ces séjours, il avait acquis une connaissance détaillée du terrain voisin. Puis il avait commencé à revenir seul, en dehors des structures organisées, pour atteindre des positions où aucun véhicule de safari ne l'aurait conduit. Ces photographies avaient été publiées dans des revues régionales consacrées à la nature. Il possédait également un public sur Internet. Dans les cercles de photographes animaliers, il s'était forgé une réputation grâce à des images exigeant une proximité et un positionnement que les autres préféraient ne pas tenter. Cette recherche de proximité définissait son travail. Au cours des 18 mois précédant janvier 2016, Arvind avait été averti à 2 reprises pour avoir pénétré dans des secteurs interdits pendant des horaires prohibés. Les 2 avertissements étaient restés informels. Et les 2 fois, il était revenu sans blessure et sans subir de véritables conséquences. C'est peut-être ce qui lui était arrivé de plus dangereux durant ces 18 mois. Pas la présence d'un léopard, mais ces 2 incursions sans sanction. Chacune semblait lui confirmer que la limite signalée par les panneaux ne menait pas réellement au danger annoncé. Le 14 janvier, avant le lever du soleil, Arvind entra seul et à pied dans une zone tampon. Il dépassa d'environ 60 mètres la limite d'accès indiquée et emporta tout son matériel photographique. Son véhicule fut retrouvé sur un emplacement proche du panneau marquant la frontière. Ce matin-là, il n'avait communiqué sa position exacte à personne. Il se trouvait seul, avant l'aube, au-delà de la limite, dans un secteur que les pièges photographiques des autorités identifiaient comme un corridor actif de léopards précisément à cette heure. Les léopards sont des prédateurs d'embuscade. Leur méthode dépend de leur capacité à rester totalement cachés. Dans une végétation dense, un léopard peut s'approcher à quelques mètres sans être remarqué. Il ne donne aucun avertissement avant d'attaquer. Souvent, le premier signe de sa présence est l'attaque elle-même. Elle survient brutalement, avec une vitesse, une précision et une puissance écrasantes. Le lendemain matin, un garde effectuant une patrouille de routine le long de la frontière retrouva le sac photographique d'Arvind, son trépied et un filtre d'objectif à environ 90 mètres à l'intérieur de la zone interdite. Le trépied avait été installé. Les agents découvrirent des perturbations du sol correspondant à une attaque, ainsi que des traces de traînées conduisant vers les buissons de la zone de drainage. Des empreintes de léopards furent également identifiées et consignées par les responsables de la faune sauvage.
Tous ces indices indiquaient qu'Arvind avait été frappé à l'endroit même où il avait posé son matériel, puis entraîné dans la végétation. Son corps fut retrouvé à environ 55 mètres du sac. L'enquête confirma la cause de sa mort et documenta intégralement son entrée illégale dans la zone. En raison de sa notoriété dans le milieu sud-africain de la photographie animalière, l'affaire reçut une importante couverture médiatique. Les autorités publièrent un communiqué officiel rappelant les règles applicables aux zones tampons. Elles annoncèrent également une augmentation des patrouilles dans les secteurs servant de corridor aux léopards le long de la frontière occidentale du parc Kruger. Le trépied était prêt. Arvind s'était accroupi avant le lever du soleil, à plus de 60 mètres au-delà de la limite, dans un endroit connu pour l'activité des léopards à cette heure. Il avait déjà franchi cette frontière auparavant sans subir de conséquences. Mais chaque passage réussi avait réduit sa prudence et consommé un peu plus de sa marge d'erreur. Cette fois, il n'en restait aucune. Le 7 mai 2021, les terres broussailleuses situées aux abords du parc national de Tsavo-Ouest, au Kenya, ne ressemblaient pas à un endroit où un safari ordinaire pouvait soudain devenir mortel. Le terrain ondulait doucement entre les acacias, les buissons de comifora et les ravins saisonniers déjà asséchés à cette période de l'année. À première vue, aucune frontière visible ne séparait l'intérieur protégé du parc des terres communautaires formant la zone tampon. Pendant la saison sèche, les véhicules d'observation parcouraient régulièrement le réseau de pistes en terre de cette région. Les troupes de lions s'éloignaient alors largement des limites officielles du parc. Rohan Mehta, 39 ans, participait à un safari guidé dans la zone tampon de Tsavo. Ce n'était pas sa première visite dans une région peuplée de grands animaux africains. Au fil de ses précédentes expériences, il avait acquis une confiance qui dépassait largement sa compréhension réelle du comportement des prédateurs. Comme beaucoup de personnes ayant côtoyé des animaux dangereux sans incident, Rohan avait fini par utiliser ses souvenirs comme modèle d'évaluation du risque. Il s'était déjà trouvé près de grands prédateurs. Rien ne s'était mal passé. Chaque rencontre réussie diminuait silencieusement la prudence qui l'emportait dans la suivante. Y compris ce 7 mai. Plus tôt dans l'après-midi, le groupe avait repéré un lion mâle. C'était un grand adulte appartenant à une troupe qui parcourait la zone tampon de Tsavo. Il se reposait dans une partie relativement ouverte de la savane épineuse, à environ 6 km de la frontière de la réserve. D'après les témoignages recueillis plus tard, le lion paraissait calme et presque inactif. Le véhicule s'arrêta à une distance d'observation sûre. Conformément aux règles habituelles des safaris, les guides demandèrent aux passagers de rester à l'intérieur. D'autres personnes se trouvaient à proximité et virent ce qui arriva. Pourtant, leur présence ne changea rien au dénouement. En raison de la distance ou de la vitesse de l'attaque, tout se déroula trop rapidement pour qu'une intervention efficace soit possible. Les lions d'Afrique figurent parmi les prédateurs les plus puissants du continent. En Afrique de l'Est, un mâle adulte pèse entre 160 et 190 kg. Il peut parcourir environ 9 mètres en moins de 2 secondes. Un lion couché dans la végétation n'est pas nécessairement détendu, endormi ou disposé à tolérer l'approche d'un être humain. Les véhicules de safari forment une barrière protectrice que les lions ont appris à accepter. Une personne seule et à pied représente quelque chose de totalement différent. Dès que cette barrière disparaît, la réaction de l'animal peut changer instantanément. Le véhicule devait constituer tout le dispositif de sécurité. Ce qui suivit fut une décision individuelle. Les enquêteurs conclurent que Rohan était sorti du véhicule malgré les avertissements. Il avait commencé à avancer vers le lion afin de l'observer de plus près et de prendre des photographies. Lorsqu'il entra à courte distance, le lion lança une charge défensive. Il le frappa au cou et au haut du corps. Les autres membres du groupe étaient trop loin pour intervenir avant la fin de l'attaque. Les secours furent appelés immédiatement, mais Rohan succomba à des blessures correspondant à celles provoquées par un lion. Les responsables de la faune sauvage examinèrent les récits des témoins, la position du véhicule et les indices matériels présents sur les lieux. Leurs conclusions montrèrent que le comportement du lion correspondait à une réaction défensive face à une personne ayant pénétré à pied dans sa zone de tolérance. Aucun élément ne laissait penser que l'animal avait traqué ou poursuivi le groupe avant l'incident. Le véhicule était la protection.
Au lieu de rester à l'intérieur, Rohan avait choisi de s'approcher du lion pour réduire encore la distance. Ce fut sa dernière décision. Le 31 juillet 2018, les safaris guidés en canoë sur le cours inférieur du Zambèze, au Zimbabwe, fonctionnaient selon l'un des cadres de sécurité les plus strictement définis du tourisme animalier africain. Ces protocoles existaient en raison des conditions particulières du fleuve en juillet. Le niveau de l'eau était bas. Les animaux se concentraient dans des zones plus restreintes. Les groupes d'hippopotames occupaient les chenaux profonds et les bras morts, tandis que les crocodiles du Nil s'alignaient sur les berges réchauffées par le soleil. Au fil de plusieurs décennies d'incidents et d'accidents évités de justesse, les opérateurs expérimentés avaient appris à identifier cette combinaison de dangers. Les règles n'étaient pas de simples recommandations. Il était interdit de frapper la surface de l'eau avec une pagaie. Personne ne devait laisser traîner une main ou un bras à l'extérieur du canoë. Et surtout, lors des rencontres avec des crocodiles ou des hippopotames, aucune partie du corps ne devait dépasser le bord de l'embarcation. Ces consignes étaient expliquées intégralement avant le départ, puis appliquées pendant toute la descente. Elles reposaient sur une réalité simple. Le canoë constituait la seule structure séparant ses occupants des animaux du fleuve. Ces derniers ne faisaient aucune distinction entre les personnes installées dans l'embarcation et les autres éléments de leur environnement. Le canoë n'était pas une mesure de confort, c'était l'unique protection qui rendait cette activité possible. Daan Vermeer, 29 ans, était un ressortissant néerlandais participant à un safari de plusieurs jours. Son itinéraire comprenait une descente guidée de 2 jours en canoë sur le cours inférieur du Zambèze. Après l'accident, ses 2 compagnons de voyage furent interrogés séparément par les enquêteurs. Ils décrivirent chez Daan un comportement récurrent au cours des activités encadrées. Il avait tendance à écourter les vérifications de sécurité, à prolonger ses actions au-delà des limites convenues et à se rapprocher systématiquement de la frontière fixée par les règles. Aucun de ces précédents écarts n'avait provoqué de blessures graves pendant le voyage. Pour Daan, cette absence de conséquences confirmait qu'il savait correctement évaluer les situations. En réalité, elle révélait surtout une habitude constante. Il consommait la marge de sécurité prévue par des systèmes capables de tolérer de petits écarts. Puis il appliquait le même comportement à une situation dans laquelle aucune marge n'existait. Avant la mise à l'eau au matin de la seconde journée, Daan avait interrogé le guide principal. Il voulait savoir s'il pouvait se pencher partiellement au-delà du bord du canoë pendant les rencontres avec les animaux, afin de placer son appareil plus bas. Son idée consistait à faire dépasser le haut de son corps et ses bras pour obtenir, selon lui, un meilleur angle de vue. Le guide refusa clairement. Aucune partie du corps ne devait franchir le bord. Il n'y aurait ni exception, ni modification du protocole. Daan sembla accepter la réponse. Les canoës furent ensuite mis à l'eau. Un détail reste essentiel. Les 2 autres occupants obéirent lorsqu'on leur demanda de se tenir en retrait. Ils se trouvaient sur le même fleuve, dans la même embarcation et au même moment. Daan choisit autrement. Les crocodiles du Nil comptent parmi les prédateurs les plus dangereux d'Afrique. Les grands adultes peuvent dépasser 4,5 mètres et peser plus de 450 kg. Ils détectent les mouvements et les vibrations avec une sensibilité remarquable. Dans les conditions d'un safari fluvial, une personne qui se penche au-delà d'un canoë peut soudain devenir une nouvelle cible. Les crocodiles ne donnent pratiquement aucun avertissement. L'attaque constitue souvent le premier signe de leur présence. Les enquêteurs étudièrent les images enregistrées par la caméra d'un guide placé dans le canoë de tête. Ils les comparèrent aux déclarations des 2 compagnons qui partageaient l'embarcation de Daan. Pendant un passage à proximité d'une berge, le groupe longea un endroit où un grand crocodile du Nil avait été observé en train de se chauffer au soleil. Daan fit alors dépasser le haut de son corps et ses 2 bras au-delà du bord, en direction de la surface de l'eau. Ses 2 compagnons reculèrent et restèrent à l'intérieur du cadre protecteur du canoë. Daan, lui, ne se retira pas. Le crocodile attaqua depuis la berge. Il saisit Daan au bras et à l'épaule, puis le tira partiellement hors de l'embarcation. Les guides déclenchèrent une évacuation d'urgence en quelques minutes, mais ses blessures étaient critiques. Daan fut transporté par avion en direction de Harare afin d'y recevoir des soins. Il mourut avant d'atteindre l'hôpital.
L'enquête qui suivit conclut que l'opérateur agréé avait respecté toutes les procédures obligatoires avant l'incident. Les consignes de sécurité données par le guide avant la mise à l'eau furent jugées complètes et correctement consignées. Aucune responsabilité ne fut attribuée à l'opérateur. Après l'enquête, des mesures supplémentaires furent néanmoins mises en place afin de renforcer les règles concernant les mouvements à proximité du bord des canoës. Le système de sécurité avait fonctionné exactement comme prévu. Ce qui avait échoué, c'était la décision de Dan d'en dépasser les limites. Face au danger, il avait tendu le corps au-delà de son unique protection.